Bonjour, le service du patrimoine vous invite à poursuivre notre voyage dans l'architecture traditionnelle du Briançonnais. Nous avons vu en première partie comment les contraintes du milieu montagnard ont engendré les formes urbaines de nos villages et hameaux anciens. Ce sont elles aussi qui conditionnent l'architecture des maisons proprement dites, qui, au-delà de nombreux points communs, offrent une variété insoupçonnée. Cette architecture, en effet, que l'on peut qualifier de fonctionnelle, doit répondre aux besoins de ses occupants, dans un contexte économique fondé essentiellement sur l'agriculture vivrière et l'élevage. Il s'agit donc de maisons-outils qui devaient assurer des fonctions essentielles telles que abriter les gens et le bétail, stocker les provisions et circuler entre les différents espaces. Ces contraintes définissent donc un programme architectural caractérisé par des bâtisses au volume important, sans bâtiments annexes, permettant ainsi de regrouper toutes les fonctions sous un même toit et éviter les sorties inutiles. Quel que soit donc le modèle architectural dont on parle, quelle que soit la vallée dans laquelle on se promène, on retrouve dans chacune de ces fermes traditionnelles trois espaces élémentaires: l'étable, ou écurie également appelée ainsi, en rez-de-chaussée, le logis que l'on trouvait au premier étage mais qui était souvent doublé en rez-de-chaussée, nous y reviendrons, et la grange en partie supérieure. À ces trois espaces élémentaires, on peut également ajouter la ou les caves et différentes pièces annexes. L'étable, toujours en pierre et semi-enterrée pour une meilleure isolation thermique, était souvent voûtée. Elle abritait le cheptel, souvent assez réduit, les bêtes ayant été vendues à l'automne. Le logis, très sommaire, est le lieu de vie de la famille, souvent partagé avec l'étable, nous y reviendrons. On y trouve les lits, l'espace de vie, la fougagne, sorte de cuisine qui servait surtout à fabriquer le fromage, ainsi que les caves et resserres attenantes pour entreposer les provisions. La grange, enfin, est la partie la plus élaborée de la maison et en occupe le volume le plus important, de 300 à plus de 700 mètres carrés selon les maisons. Elle comprend plusieurs accès, intérieurs par des escaliers ou échelles, et extérieurs, alors soit directement de plain-pied par l'arrière de la maison, soit par une pente inclinée ou une rampe en maçonnerie ou en bois. On y stocke le matériel, les outils, on y trouve l'air à battre, et le volume intérieur est divisé en plusieurs plans horizontaux reliés par des échelles, des poulies et des treuils. Autre point commun dans cette architecture traditionnelle, les matériaux de construction. Dans une économie de prélèvement, on utilisait les matériaux trouvés sur place. La pierre, le bois ainsi que le chaume, qui étaient largement utilisés, mais dont on ne retrouve plus trace actuellement. La pierre compose les murs. A minima, elle est réservée au soubassement. Mais percée d'aération, elle peut composer également tout ou partie de la grange. La pierre n'était jamais laissée apparente. Les façades étaient initialement revêtues d'un enduit, lisse et parfois coloré pour les façades principales. Il était beaucoup plus rustique pour les murs secondaires et parties agricoles. Plus rare, l'usage de la lauzes se retrouve parfois en toiture, essentiellement en Haute-Romanche ou dans les vallées des Aigues dans le Queyras. Le bois est réservé essentiellement à la grange, comme ces majestueuses et célèbres fustes du Queyras. Il est le garant de la légèreté de la structure et d'une bonne ventilation. Il peut être également employé en toiture. Mais ces deux matériaux, pierre et bois, se mêlent souvent étroitement dans une même construction. Le bâti rural traditionnel se caractérise donc par de nombreux points communs. Mais l'analyse plus fine des façons de circuler entre les différentes parties de la maison met en relief une grande variété architecturale selon les vallées.
On distingue ainsi deux grands types de maisons. La première catégorie concerne les maisons dont l'entrée était commune aux animaux et aux hommes. On les retrouve essentiellement en Guisane, Claré, au Queyras, au Tourmanche et dans Briançon et ses environs. Pour cette catégorie d'habitation, les hommes et les bêtes cohabitaient dans l'écurie. La chaleur des bêtes permettait d'économiser le bois de chauffage. On y emménageait ainsi complètement durant les 3 ou 4 mois les plus rudes de l'année. Voire, on y vivait toute l'année dans le Queyras. Pour cette catégorie de maisons, la circulation se fait essentiellement à l'intérieur. La façade extérieure est donc relativement lisse. Il y a peu ou pas d'escalier extérieur ou de balcon. Cette circulation se fait à partir d'un espace commun central appelé la cour, véritable nœud de circulation qui distribue toutes les parties de la maison. La cour peut être fermée, cachée derrière une porte à double vantail, mais elle peut être également ouverte, comme c'est le cas pour cette maison à Puy-Chalvin qui offre une cour double sur 2 niveaux. La deuxième catégorie de maisons se caractérise par des entrées séparées entre les hommes et les animaux. On retrouve ce type de maison en Valouise, dans les vallées d'Arvieux, de Fressinière ou encore à Saint-Martin-de-Quérière. Les animaux entraient par une porte en rez-de-chaussée, tandis que les gens rejoignaient leur logis par un escalier extérieur et un balcon à l'étage. Les communications entre les niveaux se font par des arcades et des balcons superposés, reliés entre eux par des escaliers et échelles, et protégés des intempéries par l'avancée du toit. Contrairement à la première catégorie de maisons, les circulations sont donc visibles en façade. Dans les villages et vallées caractéristiques de cette architecture, la cohabitation hivernale était beaucoup moins marquée. L'écurie restait un lieu de séjour pour fabriquer des outils, faire l'école, la veillée, filer la laine, mais on regagnait le logis pour prendre les repas et dormir. Pour conclure, on peut remarquer que le superflu est bien souvent absent dans cette architecture. Les signes distinctifs, rares, sont le moyen de montrer sa réussite et marquer sa différence sociale. On les retrouve essentiellement dans le traitement de certaines portes et fenêtres, leur encadrement notamment, ou les barreaux qui les parent, les inscriptions gravées ou sculptées, et bien entendu, les décors peints et les cadrans solaires. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette visite et vous dis à bientôt.